Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 438 du podcast Jean Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver. À mes côtés, Victor Roulier est là. Bonjour Victor. Salut Alain, bonjour à tous. Victor, nous sommes donc là pour parler de la preview de la semaine 5. Déjà, on arrive quasiment au quart de la saison. On passe le quart, du coup, si je suis pas trop mauvais en maths. 4 x 4, 16. Là, ça fait 5. Ouais, c'est ça. On passe le quart. Débat, affiche, prono, code. Toujours la même formule pour l'émission du jeudi. On va parler des Steelers en galère. On va parler d'une belle opposition de style qui nous attend dans l'affiche de la semaine. Des pronos, des cotes. Mais surtout, pour commencer, une breaking news. Ça faisait longtemps. From Studio 3C and Rockefeller Center, this is Today in New York. Je me rappelle jamais à quelle chaîne on a piqué ce jingle, mais c'est une chaîne new-yorkaise. Je peux vous l'assurer. L'info du jour, Victor. D'ailleurs, ça trahit parce que je dis du jour. On enregistre un petit peu en avance pour des questions de planning. On enregistre mercredi, donc ne vous étonnez pas si on a des petites oublis au niveau des blessures. Ça pourrait arriver qu'il y ait un ou deux développements dans la nuit. Bon, voilà. Mais on n'avait pas le choix cette semaine. Victor, Stephon Gilmore est désormais un joueur libre au moment où on se parle, coupé par les Patriots. Il n'a que 31 ans, ce qui est quand même pas excessivement vieux pour un cornerback. Ancien défenseur de l'année en 2019, et donc forcément plein de prétendants. Un petit point sur la situation, il était sur la liste des blessés. Alors on ne sait pas si c'est une blessure très sérieuse, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises pour Gilmore. Non, c'est un peu obscur en fait. Au départ, c'est un problème de quadriceps, je crois, de souvenir. Oui, ça ressemblait plus ou moins à une blessure diplomatique pour négocier un contrat au début. Non, pas forcément, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu flou. Il était sur la liste, la PUP, comme on dit, depuis le début de la saison. Et c'est vrai qu'il y avait quand même cette rumeur chez les insiders des Patriots depuis 1 ou 2 semaines qu'il se pourrait qu'il soit vraiment pas dans un bon état physique. Alors, est-ce que c'était un écran de fumée par rapport aux négociations de contrat? Est-ce que vraiment, physiquement, il a des problèmes? Parce qu'on sait que c'est un poste où tu peux décliner rapidement, cornerback. En tout cas, ils ont pris une décision qui est assez claire, assez franche. Oui, ça arrive de temps en temps à New England. Ça arrive de temps en temps à New England. Bon, alors, mettons-nous, on n'est pas dans le secret, de l'infirmerie. Donc, on ne sait pas exactement dans quel état il est. Partons du principe où il est en bonne santé. Est-ce qu'on part dans les destinations tarte à la crème? Oui, les Buccaneers, les Chiefs, tous les prétendants sont des prétendants à le signer, quoi. Oui, après, on n'est pas à la NBA, ce n'est pas une ligue de ring chaser, mais oui, les premières choses auxquelles on pense, c'est les Chiefs. Alors, attends, je te coupe, je me permets, parce que pile au moment où on se parle, je vois un tweet d'Albert Breer, donc CBS Sport, qui dit qu'il a entendu dire que Gilmore voulait jouer pour les Packers. Ah, oui, ce qui ferait sens, puisqu'en plus, Jair Alexander s'est blessé, et que quand bien même Jair revienne, c'est sûr qu'un duo Jair Alexander avec Stephon Gilmore, avec en remplaçant Stokes, qui est un rookie plutôt solide, et enfin plus de Kevin King, oui, c'est sûr, c'est séduisant. C'est pas mal. Bon, en tout cas, ce sera à suivre de près pour Stephon Gilmore, je suppose, dans les jours à venir. Et on verra, du coup, par incidence, en tout cas par ricochet, une fois qu'il sera signé, dans quel état physique il est vraiment aussi. Parce que ça le sort de la liste des blessés, par défaut d'être coupé, je dis pas de bêtises. Oui, après, l'autre équipe peut le mettre dans la non-football injury related, parce que du coup, ça, c'est pas une blessure qu'il aura eue avec cette équipe-là. Mais ça dira quelque chose, parce que ça se trouve, il pourra rejouer. Donc, bien sûr, non, c'est clair. Et moi, j'avais juste un petit… si on donne une destination un peu plus exotique, on va dire, qui sort un peu de sentier battu, ça serait les Carolina Panthers.
parce qu'il est né en Caroline, il est né en Caroline du Sud, par contre, si je ne dis pas de bêtises, et il a fait son collège à South Carolina. Donc, si on donne une destination un peu plus exotique, ça pourrait être des Panthers. Ce serait un symbole plutôt sympa parce qu'il a déjà un titre, donc il n'est pas forcément obligé d'aller chasser une bague. Il est déjà titré avec les Patriots. Donc, Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que les Packers, c'est une franchise qui fait rêver beaucoup de joueurs parce que c'est quand même une franchise historique. C'est pas n'importe quoi de porter le maillot des Packers. En tout cas, il aime bien le froid, hein, parce que Buffalo, Boston, si ensuite il va aller aux Packers, visiblement, il n'est pas allergique à la neige. Hein. Buffalo, il n'a pas choisi, mais les autres, il a choisi. Oui. C'est vrai. Bon, en tout cas, voilà pour l'info du jour. Stephen Gilmore est libre, en tout cas au moment où on enregistre. Ça se trouve, il ne le sera plus au moment où vous écoutez d'ailleurs. Et votre équipe a peut-être une chance de le signer. Nous, on passe au débat de la semaine. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Le débat de la semaine, Victor, on va parler d'une équipe qu'on attendait plus haut. Il faudrait que je retrouve le power ranking. Je vais faire ça pendant qu'on parle les power rankings de début de saison, parce que c'est une équipe qui a bien chuté dans les power rankings ces derniers temps. Ce sont les Pittsburgh Steelers. Ils ont la 28e attaque NFL sur les points marqués. Les seuls qui font pire, ce sont les Jets, les Dolphins, les Bears et les Texans. Sauf qu'eux, ils ont quand même Ben Roethlisberger, Juju Smith-Schuster, Chase Claypool, Deontay Johnson, Najee Harris, qui est quand même prometteur. Donc forcément, on l'attendait plus. Une victoire, 3 défaites pour le bilan. Victor, est-ce que tout est de la faute de la ligne offensive? Non, malheureusement. Si c'était aussi simple, on dirait, OK, il n'y a pas de ligne offensive. Par contre, c'est vrai que c'est le problème principal qui va en impacter d'autres. C'est une mauvaise attaque. Il n'y a pas que les gardes. On peut prendre n'importe quoi. Ils sont 16e à la passe, ils sont 32e au sol. Ils ont 25 pénalités. Je crois que c'est dans le top 3 de la ligue. Ils marquent sur 28,6% des drives. Ils sont 27e. Enfin, globalement, c'est cata. Il y a en effet une ligne qui n'est pas bonne, à part le centre Kendrick Green, qui est rookie et qui va progresser et qui n'est pas tout mal. Le reste, honnêtement, il n'y a rien qui va. Et pour le coup, c'est vrai qu'encaisser quand même la retraite de Pouncey, le départ de Villanueva, devoir se séparer des Castro et tout, il faut avouer que ça n'arrive pas souvent de devoir te séparer de 3 Pro Bowlers, voire même 2 qui étaient All-Pro en même temps. Au niveau des receveurs, c'est pas terrible non plus. Claypool s'est un peu réveillé, mais pour l'instant, c'est quand même pas décisif. Et on en attend plus de Juju Smith, etc. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, Victor. Pourquoi? Parce que je monte crescendo. Non, mais je suis déçu parce que je pense que j'ai vraiment raté mon lancement. Tu m'as dit dans la prépa de l'émission, prépare-toi, la première chose que je vais dire, c'est Ben Roethlisberger est cramé. Et là, je me dis, mais comme un idiot, je le lance sur la ligne offensive. On a raté du clic, on a raté. Voilà, il faut que je redynamise mes lancements. Là, c'est un constat d'échec pour moi. Je remonte crescendo. Là t'as spoil. Mais donc, au niveau des running backs, Najee Harris, je lui en veux pas parce qu'honnêtement, la ligne lui donne tellement pas dire. Je crois que c'est Raphaël qui avait donné une stat où 70% des courses, il était contacté derrière, avant même la line of scrimmage. Donc, globalement, tu peux rien faire. Et en effet, je pense que Ben Roethlisberger est cramé. Par contre, je vais dire tout de suite, il a 39 ans. Et je pense que Breeze, Brady et d'autres nous ont mal habitués. C'est-à-dire que c'est normal, à 39 ans, de décliner. Et ça ne me fait pas forcément plaisir, parce que Ben Roethlisberger, le joueur, je l'ai toujours beaucoup aimé. Et ces dernières années, malgré tout, il a eu des petits problèmes de blessure et tout, mais il arrivait à jouer son jeu. Et moi, je les avais mis en play-off. Alors toi, tu les avais mis, je crois, vainqueurs de la FC Nord en podcast. Moi, je les avais mis 3e de la division. Mais j'avais dit, ils vont compenser la mauvaise ligne en jouant rapide, comme Roethlisberger sait faire en 2 secondes, 2 secondes et demie. La passe, elle est partie, la petite screen, ils font 8 yards, font 10 yards. La réalité, c'est que même ça, il n'y arrive plus. Ouais. On a l'impression que du coup, tout est plus lent chez lui. Il a plus ce sang-froid qu'il avait. Il lance une interception contre les Bengals, qui est, je pense, l'interception la plus dégueu que j'ai jamais vue de Roethlisberger dans sa carrière. Il a plus ce poise, ce sang-froid qu'il pouvait avoir.
Et Mais- même les jeux rapides, ça passe pas. Il y a un truc sur lequel tu as totalement raison et que tu dis bien, c'est qu'on a été mal habitué par Brady, Breeze, etc. Je sais qu'on tombe tout le temps dessus sur les débuts de saison quand on dit bah oui, mais là, ça va peut-être tomber pour ce quarterback parce qu'il a 37, 38 ans, etc. Alors, c'est bien pour quand tes supporters, etc., de dire oui, mais vous y croyez pas, etc., etc. Oui, mais le truc, c'est que quand on est un peu vieux comme nous et qu'on suit depuis quelques années, à une époque, les quarterbacks, ils arrêtaient à 34 ans. Donc, Ouais, 34-35, c'était. voilà. On a eu des tests AVRD et tout, mais dans quel état ils C'est finissaient, ça. quoi. Et donc, c'était des vieillards, les mecs. Déjà, à 35 ans, ils étaient considérés comme des vieillards. Donc oui, forcément, souvent, on dit un tel, il a 39 piges, ça va être la saison pro. Bon, bah là, en l'occurrence, avec Ben Roethlisberger, ça commence à y ressembler. Il a 4 touchdowns pour 4 interceptions en 4 matchs. Donc, c'est devenu un quarterback, on va dire comme un autre, en tout cas, parce qu'il était très, très bon. Il était dans le haut du panier à un moment. Là, c'est un quarterback. C'est le 4e meilleur quarterback de sa division. C'est tout à fait possible. Ouais, c'est tout à fait possible. Bah, franchement. Oui, non, mais oui, il est derrière Bureau, il est derrière Lamar Jackson, il est probablement derrière Baker Mayfield aujourd'hui. Donc oui, non, il est quatrième. Mais encore une fois, c'est en plus compliqué par le fait que la ligne le laisse se faire engloutir. Donc, est-ce qu'il y a une perspective, c'est là où on en arrive quand même dans le dur pour Pittsburgh, il y a une perspective où les choses pourraient changer, pourraient s'améliorer pour cette attaque? Alors, globalement, je parle perspective proche, quoi, parce que là, il faut que ça change terrain 3. Je pense pas, sauf à ce que Tomlin prenne le play call et change totalement l'approche et trouve une solution magique. Non, je vois pas, parce que je pense pas que Big Ben, ça va aller en s'améliorant. En plus, là, on commence à recevoir des news comme quoi il a mal partout. Il est obligé de faire des conférences de presse pour dire je lâche pas la saison. Donc non, je pense qu'il va aller de mal en pis. Il n'y a pas de raison que la ligne offensive aille mieux. Et même si les receveurs se réveillent, globalement, ouais, ils passeront de 27e attaque à 20e attaque, c'est bien. Mais le problème aussi, c'est de l'autre côté, si tu me permets. Alors, j'allais te le dire, la défense devait être une des meilleures de la ligue. Statistiquement, c'est pas le cas. Non. Ils ont que 8 sacs, ce qui est, ils doivent être plus ou moins milieu de tableau avec ça. Est-ce qu'ils sont si bons que ça, ou est-ce qu'ils sont mis en galère par le fait qu'il n'y a pas d'attaque aussi? Alors, oui, c'est vrai que quand une attaque ne fonctionne pas, ne passe pas du temps sur le terrain et que ta défense est obligée de revenir, encore revenir, ça fatigue beaucoup. Oui, ça a un impact, ça c'est sûr. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est si je prends souvent la stat, c'est du nombre de drives qui finissent en score et du nombre de drives qui finissent en turnover. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose d'important parce que la bataille des turnovers, c'est quand même fondamental en football américain. Et le fait de plier mais ne pas rompre, c'est fondamental pour une défense. En scoring, ils prennent des points sur 43,2% des drives, 22e de la ligue. En turnover, ils ont fait des turnovers sur 6,8% des drives, 22e de la ligue. C'est pas ce qu'on attend de ce groupe. Et le pire, c'est qu'on pourrait dire, sur la première ligne, il y a des blessés, Alou, Tweet, ils sont blessés. Mais leurs remplaçants ne sont pas mauvais. Bugs, Wormley, ils font le boulot. Le truc, c'est que ça ne suit pas derrière. Au niveau des linebackers, Devin Bush, il est catastrophique. Et au niveau des defensive backs, et c'est là où au niveau des turnovers, moi, ça m'a choqué. L'année dernière, c'est qui provoque des turnovers? C'est qui le playmaker qui renverse des matchs? C'est Minkah Fitzpatrick. Aujourd'hui, Minkah Fitzpatrick, on ne l'a pas vu de la saison. Alors, ils sont passés, j'ai vérifié quand même, Power Ranking première semaine 8e, Power Ranking de cette semaine 23e sur TD Actu. Aujourd'hui, c'est quoi l'avenir? En tout cas, c'est quoi cette saison? Est-ce qu'on dit que c'est déjà une saison perdue? Parce qu'en plus, si tu n'as pas d'attaque, c'est une saison perdue. Tu n'as pas un jeune quarterback que tu développes. Donc, ils vont se retrouver en plus milieu du lot pour drafter. Donc, ils sont dans une sorte d'entre-deux, un peu pas du tout à l'aise, quoi. Le problème, c'est qu'en plus, ils ont un calendrier plutôt, tout étant relatif par ailleurs, très abordable jusqu'à la fin de la saison. Et du coup, il y a plus de chances qu'ils finissent en 6-11, 7-10, 8-9 que en 3, pas 3-13, du coup 3-14, je n'y arriverai pas. Moi, en regardant le calendrier, en effet, je te dirais, donc c'est quoi maintenant? Attends, c'est 7-10, ouais, c'est ça. Je pense qu'ils vont en perdre 9 ou 10, quoi. Donc, oui, je pense aussi. Donc, ça veut dire année perdue plus position de draft qui ne sera pas extraordinaire.
Et la fin de Ben Roethlisberger, a priori, là, quand même. Oui, oui. Et une draft qui, on aura largement le temps d'en reparler, qui pour l'instant n'est pas du tout prometteuse au poste de quarterback. Bon, en tout cas, ça sent un petit peu la période de transition pour Pittsburgh. Ça fait longtemps, hein, ça fait penser un peu aux Saints. Alors, j'allais dire aux Chargers, mais eux, ils ont vite trouvé le successeur. Mais c'est des équipes qui ont eu un quarterback quand même pendant très longtemps de qualité et là, qui vont se retrouver, en tout cas en transition. Mais ouais, ça sent pas bon. On peut finir là-dessus, mais ça sent pas bon pour les Steelers quand même cette année, pour plein de raisons, toutes celles qu'on a évoquées. Ouais, c'est assez décevant. Moi, j'en attendais beaucoup, je l'avais dit dans les previews, et finalement, ça sent la saison un peu cata pour Pittsburgh. Deux équipes qui ne vivent pas du tout la cata dans l'affiche du jeudi. La force contre force, ce sera plus que jamais le thème du match entre les Chiefs et les Bills cette semaine. Buffalo a la première défense sur les yards encaissés. Ils sont premiers sur le différentiel de ballon perdu avec un beau plus 7. De l'autre côté, les Chiefs sont la deuxième attaque sur les yards gagnés et ils sont à moins 3 sur les ballons perdus. Victor, tu es plutôt attaque ou défense dans cette opposition? Je suis plutôt défense. Je suis plutôt défense parce que autant c'est facile d'en foutre 42 aux Eagles, puisque de toute façon, c'est une équipe qui a décidé de ne pas défendre les receveurs qui vont vite. Autant cette défense de Buffalo, elle me fait encore plus grosse impression que celle de 2019. Là, ils ont quand même fait 2 matchs à 0 points, si je ne dis pas de bêtises. Alors oui, faire 0 points contre les Texans, c'est peut-être pas l'exploit d'année. Faire 0 points contre les Dolphins, c'est peut-être pas l'exploit d'année. N'empêche qu'ils sont dominants. C'est absolument incroyable. Ils font des turnovers. Drive après drive, ils sont là. Tout le monde est bon. Tout le monde est bon. Et il y a une profondeur. C'est incroyable parce qu'ils font tourner. Hein. Vous regardez le snap count, ce n'est pas les 11 mêmes qui jouent. Hein. Ils tournent beaucoup. Mais à chaque poste, c'est doublé. C'est incroyable, cette défense. Donc, il y aura quand même des points. Ça reste Kansas City, ça reste Mahomes, ça reste Tyreek Hill. Le jeu de course commence à se mettre en place. Donc, après, est-ce que c'était parce que c'est la défense Eagles ou est-ce que vraiment le jeu de course prend son envol? On verra, mais il y a des armes. Ils vont marquer des points. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont faire 0 points. Mais je dirais avantage à la défense de Buffalo. Après, moi, je vais dire, ce qui m'inquiète, ce n'est pas tant cette opposition. Hein. C'est que, c'est que les Bills, ils ont marqué 40, 43 et 35 sur leurs 3 derniers matchs. Oui. Et que Kansas City n'arrête rien. Ils ont la 31e défense de la Ligue sur les yards et les points. Ils ont volé que 4 ballons depuis le début de la saison. S'ils n'en piquent pas plus pour faire un peu basculer ce match, parce que c'est acquis quasiment maintenant, on sait, ils vont prendre 25, 30 points, ça va monter. Mais l'espoir, c'est qu'il y a un moment où ils piquent des ballons et qu'ils fassent basculer un peu la rencontre comme ça. Mais là, je ne sais même pas combien il faut qu'ils en piquent et comment il faut qu'ils fassent déjouer Buffalo. J'ai pas l'impression. Alors après, encore une fois, toute proportion gardée, ça se trouve, on va avoir les ridicules. Ils vont sortir un grand match parce qu'ils ont des playmakers énervés. Chris Jones et Tyrann Mathieu sortent un grand match. C'est tout à fait possible. C'est pour ça que c'est une grande équipe. Mais sur ce que montre cette défense des Chiefs, c'est ça leur problème principal, parce qu'en fait, ils sont en train de voir que Mahomes, ça leur suffit pas trop pour suivre le rythme en ce moment. Ils en ont pris donc 30 contre les Eagles, ils en ont pris 30 contre les Chargers, ils en ont pris 36 contre les Ravens, ils en ont pris 29 contre les Browns. Donc, ils n'ont jamais fait moins de 29 depuis le début de l'année. Là, vu comment les Bills déroulent, c'est terrifiant, quoi. Et encore, si les Eagles sont efficaces en zone rouge, ils en prennent 42 facilement. C'est ça. Les Eagles en laissent passer 10 juste parce qu'ils n'ont pas été efficaces en zone rouge. Non, ils prennent des points sur 55% des drives, c'est les 31e de la Ligue. C'est franchement, alors je reviens beaucoup aux Eagles Chiefs, mais parce que vous vous doutez bien que c'est un match que j'ai revu 3 fois en All-22, etc. Donc, c'est quand même une bonne base d'analyse. Mais tu l'as fait uniquement parce que c'était l'affiche de la semaine, pas parce que c'est Eagles. C'était un mec qui bosse, c'est tout. Évidemment. Mais je dois vous avouer que j'étais ébahi par la faiblesse de cette défense. Mais c'est catastrophique. Chris Jones, il est tout seul. Frank Clark, alors je pense qu'il est en vacances. Hein, il n'a pas envie. Il a des petites accusations de port d'armes qui posent contre lui. Ça lui il a prend des la accusations depuis l'université, de toute façon, tous les ans. Donc, ça lui prend la tête. Hein. Et je veux dire, même des joueurs comme Nick Bolton, qui est un joueur, c'est un rookie, l'ancien de Missouri, c'est un linebacker qui est censé être fiable. Il a raté un nombre de plaquages, c'était hallucinant.
Et Tyrann Mathieu, je ne sais pas, ça doit être son frère jumeau ou je ne sais pas qui c'est. Il n'y a rien, il n'y a aucun motif d'espoir dans cette défense pour moi. Ok, pour toi, il y a zéro motif que ça tourne dans ce match, quoi. Non, mais tu l'as dit, il y a 2-3 excellents joueurs, donc sur un match, ça peut toujours le faire. Sur 17 matchs, je suis en train de me dire que les Chiefs, ils iront en playoff, hein, ok. Ouais. Mais je suis en train de me dire qu'ils peuvent finalement peut-être en perdre 4, 5, 6 sur la saison. Parce que là, finalement, ils sont à 2-2. Ils ne sont pas favoris contre Buffalo. S'ils se retrouvent à 2-3, ils finiront la saison quand même en playoff. Et voilà. Ah non, mais ils ont Moi, je regarde leur calendrier. Ils ont une série, par exemple, de matchs feu d'artifice, Packers, Raiders, Cowboys à la suite. Ça va envoyer des points, mais clairement, ces trois-là peuvent tomber dans un sens ou dans l'autre parce qu'ils ont 3 équipes qui auront du répondant en face. Ils rejouent les Chargers d'ici la fin de l'année qui peuvent mettre des camions de points aussi. Les Raiders une deuxième fois. Ils perdent une fois par an contre les Riders en général. Donc oui, non, je suis pas optimiste du tout sur Kansas City. Donc sur ce match-là, toi, tu te dis, ils vont prendre le bouillon en défense et du coup, est-ce qu'ils peuvent en marquer assez en attaque? C'est ça le facteur X, quoi. Moi, je pense que non. Et donc, mais c'est bien le facteur X. Le facteur X, c'est est-ce qu'ils peuvent en marquer assez et tu penses que non. Mais moi, je pense que non. Ils marqueront des points, ils en marqueront peut-être 30, mais ils en prendront 40. Ils ont, il faut le préciser d'ailleurs dans ce match, Josh Gordon qui pourrait jouer puisqu'il a été activé dans l'effectif des 53 joueurs officiels. Donc, ils ont peut-être ce grand receveur pour complémenter Tyreek Hill qui recherche depuis un moment. Après, je ne sais pas si match 1, après, je ne compte même plus les mois et les années d'absence de Josh Gordon. Je ne sais plus depuis qu'on ne l'a plus vu sur un terrain. Là, je perds le compte avec les allers-retours. Il n'a pas fait une saison pleine depuis des années et des années. Et globalement, sa carrière vit sur une excellente saison aux Browns et le fait qu'à chaque fois qu'il revient, il est fantastique pendant 2 jours, pendant 2 semaines, tout le monde dit c'est formidable et puis il se fait suspendre 10 matchs. Quoi. Et puis la saison aux Browns dont tu parles, je crois qu'on a des auditeurs qui étaient à l'école primaire parce que ça commence à remonter. Oui, non, mais ça, je suis bien d'accord. Mais si tu me permets juste parce qu'on a beaucoup parlé de la défense de Kansas City, mais juste de conclure rapidement sur l'attaque de Buffalo, je trouve qu'elle commence vraiment à monter en puissance. Stephon Diggs, au dernier match, il ressemblait au Stephon Diggs de l'année dernière. Emmanuel Sanders, c'est vraiment un bel ajout. C'est toujours un bel ajout, Emmanuel Sanders. Je ne comprends pas pourquoi les équipes ne se précipitent pas plus sur lui. Ouais, je ne sais pas. Après, même le jeu de course, ça commence à rentrer. Bon, Singletary fait toujours un peu trop de fumble. C'est comme ça. Mais même Zach Moss, ça vient. Josh Allen, il monte en puissance. Vraiment, moi, je pense que ça va être trop. Alors, ton prono, c'est les Bills. Mon prono, c'est les Bills, oui. C'est dur. Moi, j'ai toujours du mal à pronostiquer contre les Chiefs. C'est dingue. Oui, d'ailleurs, tu n'as toujours pas rentré tes pronos. Donc. Ah, j'ai pas rentré mes pronos sur la fiche officielle. Eh ben, écoute, le podcast fera foi. Je vais me décider à la volée. Et je vais dire les Chiefs parce que c'est un gros match et qu'ils sont un peu secoués depuis le début de l'année. Et j'espère qu'ils vont réagir. C'est une équipe qu'ils ont battue en finale de conférence. Donc, je vais miser sur les Chiefs, même si j'ai un peu peur parce que j'ai essayé de prendre des risques dans les pronos la semaine dernière. Ça n'a pas trop marché. On s'est tous tenus dans un mouchoir. J'espérais faire la différence. Donc, Bills pour toi, Chiefs pour moi. Les autres pronos, c'est maintenant. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're going to start fast and finish strong. Yes, sir! Here we go. Work on 3. 1, 2, 3. Work! Les pronostics, alors je vais vous dire, depuis qu'il est moins à l'antenne, il est sacrément en feu, Raoul Villeroy, sur les pronos, puisqu'il nous fait encore une petite semaine en leader. 11 points, 11 points pour Raphaël, 10 points pour tous les autres, c'est-à-dire Grégory, Victor, Lucas et moi. Au général, Raoul passe devant, 43, Greg 42, Raphaël 42, Victor 41, moi-même 40 et Lucas 37, un petit peu décroché. Mais ouais, moi j'avais pris les Broncos et les Raiders en seul contre tous la semaine dernière en essayant de faire la différence. Évidemment, je me suis fait trahir par les deux. Les pronos de cette semaine, le match du jeudi soir, ce sera entre les Rams et les Seahawks, donc à 2h20 du matin dans la nuit de jeudi à vendredi. Très très belle affiche, ça aurait pu être une affiche de la semaine. Bon, on va pas toutes les faire à chaque fois qu'il y a des matchs de la NFC West parce que ça peut tout le temps être des affiches de la semaine. Donc ça se joue à Seattle, ce match. Victor, les Rams ont perdu contre les Cardinals. Ils ont quand même une bien meilleure défense. A priori, face à la défense passoire de Seattle, ça devrait passer pour les Rams.
Oui, les Rams ont eu un match sans. Vous en avez beaucoup parlé des Cardinals ce mardi, donc on ne va pas revenir dessus, mais il y a quand même du talent. On l'a vu les 3 premières semaines, il ne va pas disparaître comme ça. Aaron Donald ne passera pas à côté comme il est passé à côté chaque semaine. Donc, non, je vois le match réaction des Rams, même si c'est la NFC West qui est incertaine, même si c'est à l'extérieur. Les Seahawks ne rassurent pas, quoi. Ils ont gagné un match au bout de l'ennui contre les 49ers, mais c'est cata. C'est cata. Ils font pas de turnover. C'est un peu la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'ils gagnent les matchs. C'est qu'ils gagnent à peu près tout le temps la bataille de turnover. Par contre, en conversion à 3 points, qui est un truc où, en général, Wilson arrive à porter son équipe, à faire un peu des miracles, ils sont 29e de la ligue. Alors, attends, en conversion à 3 points? Oui. En conversion en 3e tentative. Pardon. Ah oui, d'accord. Excuse-moi. J'ai eu un doute, il est là. tard. Mon Non, mais cerveau y a est pas de souci. embrouillé. Pas de souci. Donc, Rams. 33% en 3e tentative, donc Rams. Allez, Rams pour tout le monde. Dimanche 10 octobre, on commence dès 15h30. N'oubliez pas, parce que la NFL est de retour à Londres, c'est la bonne nouvelle. Donc 15h30 au stade de Tottenham pour ceux qui ont la chance d'être en Angleterre, notamment notre camarade Grégory. TDA est de retour sur le terrain, ça fait du bien. Et Tiffany aussi à la photo. Donc Falcons, Jets, affiche londonienne, pas ultra glamour. On peut concéder ça. Bon, il y a Zach Wilson qui a un peu sorti la tête de l'eau lors du dernier match. Ceci étant dit, je vais quand même pronostiquer les Falcons parce que c'est plus complet, ça a l'habitude de voyager, notamment à Londres d'ailleurs. Ils sont venus plusieurs fois maintenant. Je me demande si c'est même pas la 3e fois. C'est au moins la 2e. La 2e, ça c'est sûr. Parce qu'ils ont joué les Lions une fois. Mais bon, en tout cas, je vais dire Falcons. Eh ben moi, je sais pas si je veux être méchant. J'en ai marre que les Falcons me coûtent des points dans les pronos. Mais d'un autre côté, je n'oserais croire que les dieux du football permettent aux fans des Jets d'être heureux 2 semaines d'affilée. Enfin, il y a un moment, ça me paraît quand même... Donc, je suis un peu le cul entre 2 chaises, si tu me permets. Mais je vais partir sur les Falcons, moi aussi. Falcons-Lions, c'était en 2014 et ils ne sont pas revenus à Londres depuis. Tu vois, j'ai dit une bêtise, j'étais sûr qu'ils étaient revenus. On continue avec Panthers-Eagles, tiens, un match qui te concerne, à 19h. Et malheureusement, je suis désolé, je vais parier sur les Panthers. Victor, une équipe qui est quand même... en plus, qui doit rebondir en défense. Ils ont des choses à se faire pardonner en défense. Non, bah, vu la puissance de la Matty Akers, moi, je préfère que tu sois pour les Panthers. Non, je vais parier pour les Panthers aussi. Je pense que les Eagles marchent bien en attaque. À un moment, il faudra se pencher sur le cas de Jalen Hurts, mais il est en train de prouver à minima qu'il a le niveau d'un quarterback NFL. Après, est-ce qu'il sera un très bon quarterback? Ça, il y a encore beaucoup à faire, mais l'attaque tourne, mais la défense, c'est pas possible. La défense, c'est porte ouverte. Ils ont fait illusion 2 semaines depuis ce porte ouverte, surtout au sol. Et je pense que les Panthers, Christian McCaffrey ou pas, vont torpiller au sol. Ils n'auront pas besoin de demander trop à Darnold. Et c'est chez eux malgré tout. Et en plus, historiquement, les Panthers réussissent bien contre les Eagles. Non, je pense qu'ils sont trop forts pour perdre ce match. Panthers pour tout le monde, Bengals, Packers, toujours à 19h. Il y a un match-up qui est intéressant quand même entre la défense des Packers et la ligne des Bengals, qui sont quand même les 2 escouades les plus incertaines. Ceci étant dit, on a du mal à imaginer Joe Burrow suivre Aaron Rodgers. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là encore, comme tu as dit, c'est faiblesse contre faiblesse. Le pass rush des Packers, c'est une offensive des Bengals. Mais bon, les Packers ont eu d'accidents industriels en semaine 1, depuis ils tournent. Donc, il n'y a pas tellement de raisons que ça marche. Et surtout, les Bengals, mais je crois que vous en avez parlé mardi. Mais alors, les premières mi-temps, il faut jouer au foot aussi. Hein. Il n'y a pas que les deuxièmes, quoi. Parce que si tu te retrouves à 21-0 à la mi-temps, tu ne rattraperas pas Aaron Rodgers. Donc, Packers pour tout le monde. Texans, Patriots. On a parlé donc pas de Stéphane Gilmore, mais il était sur la liste des blessés. Pour les Patriots, on a quand même un Mac Jones qui a été bon contre les Buccaneers, même si ça n'a pas toujours été accompagné de bons choix de coaching de Josh McDaniels, notamment en coordinateur offensif. Mais là, face aux Texans, alors peut-être le retour de Tyrod Taylor, qui pourrait rendre ce match un peu plus serré que prévu. Mais ça semble quand même être à l'avantage de New England, qui sort encore une fois d'un match où ils perdent, mais où ils ne sont pas mauvais. Écoute, ces Texans, ils me rappellent un peu les Jaguars de l'année dernière, qui ont gagné en semaine 1 à la surprise générale, c'était contre les Colts, si je ne dis pas de bêtises, et qui après, peu à peu,
sont revenus au niveau qu'on attendait, c'est-à-dire la pire équipe de la ligue et qu'on fait défaite sur défaite sur défaite jusqu'au premier tour. Bah là, c'est un peu l'impression que j'ai avec les Texans, quoi. La première semaine, ils ont fait illusion. C'était marrant. On sait que Tyrod Taylor, sur un match, il peut tenir le truc. Hein. On ne découvre pas aujourd'hui. Mais bon, là, c'est en train de revenir au niveau qu'on attendait. Et à mon avis, ils ne vont pas en gagner beaucoup jusqu'à la fin de l'année. Donc, Patriots. Pour tout le monde. Jaguars, Titans. Urban Meyer est toujours le coach des Titans au moment où on se parle. Des Jaguars au moment où on se parle. Je le dis, hein, on ne sait jamais avec la vitesse où ça évolue en ce moment. Je rappelle quand même les épisodes précédents pour ceux qui n'ont pas lu le site. Urban Meyer a quitté, a laissé ses joueurs rentrer tout seuls. Mais non, je l'ai déjà dit dans l'émission de mardi, ça. Tiens, écoutez l'émission de mardi. Oui. Il est rentré, il était dans un bar, tout ça. Bon, de toutes les casseroles universitaires. Voilà, donc je vous réfère à l'émission de mardi parce qu'on en a déjà parlé. C'est les enregistrements rapprochés, ça me déroute un peu. Donc, ceci étant dit, bar, soirée arrosée et adultère mis à part, ça reste quand même une équipe qui de toute façon est inférieure aux Titans. On verra combien de receveurs récupèrent les Titans, mais avec Derrick Henry, même avec une défense cataclysmique, ou alors vas-y, parce qu'ils ont quand même perdu contre les Jets, donc lançons-nous dans le scénario inverse. Est-ce que Trevor Lawrence peut faire la même chose que Zach Wilson? Eh ben non, je pense. Enfin, on va dire que j'ai été très tenté de jouer les Jaguars. Honnêtement. Okay. Vraiment très tenté. Parce que un accident industriel, ça arrive, mais deux, j'ai un peu de mal. Et Titans, déjà, ils s'étaient plantés contre les Cardinals. Et l'excuse de on n'avait pas Julio Jones, on n'avait pas Eddie Brown, tu dois battre les Jets. Il y a un moment, si vraiment tu es une des 5 meilleures équipes d'AFC, comme on le dit, tu dois battre les Jets, il faut arrêter. Et surtout, quand même l'information, c'est la désintégration totale de la ligne offensive, qui n'existe plus. Alors ça, c'est quand même sacrément comment dirais-je, inquiétant. Donc, pour l'instant, je mise sur le fait qu'ils ont suffisamment de talent, notamment Derrick Henry, notamment des playmakers défensifs, pour gagner ce match. Et et je mise aussi sur le fait que j'ai changé à la dernière minute, la semaine dernière, le code Dolphins. Et comme prévu, ça m'a coûté un point. Donc, je ne changerai pas cette fois-ci au dernier moment. Mais attention. Tu m'étonnes. Non, moi, je vais rester sur les Titans aussi quand même. Ils sont censés faire le boulot, mais c'est vrai qu'on l'a dit mardi, il y a plein de choses inquiétantes. Cette ligne, elle est inquiétante. Il y a plein de choses qui sont quand même un peu embêtantes. Cette défense, elle est catastrophique. Donc Titans, mais pour moi, tu disais, comme on dit, une des 5 équipes, etc., ils font plus partie des 5 meilleures équipes de l'AFC. Non, ils font plus, voilà. Donc Titans pour tout le monde. Vikings, Lions, défense retrouvée des Vikings quand même sur les dernières semaines. Du coup, ça devrait pouvoir le faire face à cette équipe de Détroit qui galère quand même pas mal. Est-ce que tu penses que les Vikings, un jour, dans leur vie, l'attaque et la défense joueront bien en même temps? Non, mais c'est pas le concept de cette franchise. C'est incroyable. Ils sortaient de 2 belles prestations offensives. Ils ont été 4 contre les Browns. Bon, après, hommage aux Browns, on y reviendra, mais bon, la défense fait beaucoup mieux que prévu en global. Oui, je pense qu'à domicile, ça fera le boulot, mais je suis de moins en moins rassuré pour cette équipe. Et notamment Kirk Cousins, on le sait, il a des bonnes, des mauvaises périodes. Attention à ne pas rentrer dans une mauvaise période. Les cibles sont là, la ligne n'est pas là, une sorte de constante chez eux. Et Dalvin Cook, pour l'instant, c'est un non-facteur. Oui. Après, et je rajouterais juste, par contre, les Lions ont quand même perdu leur meilleur défenseur au Quara et leur meilleur attaquant Ragno dans la semaine. Donc, les Lions n'ont pas le droit au bonheur. Ça fait partie des constantes de la NFL. Oui. Je sais que tu es attaché à cette histoire que les pauvres Lions n'ont pas le droit au bonheur. Moi, je suis triste pour eux. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Non, mais c'est vrai. Écoute, du coup, ça fait Vikings pour moi parce que je pense qu'ils sont supérieurs et tu disais, bon, il y a tous les malheurs des Lions, mais ils sont loin. Je dis pas que c'est pas comme les Texans où tu disais ils ont fait illusion une fois. Je pense qu'il y a un peu plus de solide et tout ça, mais ils ont du mal vraiment à concrétiser, quoi. Et là, contre une équipe qui peut quand même avoir des éclats offensifs, je ne pense pas qu'ils vont tenir. Donc Vikings. Steelers Broncos, celui-là est intéressant parce que Teddy Bridgewater est sorti avec une commotion cérébrale la semaine dernière, donc on n'est vraiment pas sûr qu'il puisse jouer ce match-là. Et les Steelers ont toutes les difficultés qu'on a énumérées tout à l'heure. On ne va pas revenir dessus, c'était il y a 10 minutes. Je le trouve très dur à pronostiquer, Victor. Il est ignoble à pronostiquer.
Depuis que tu as dit que les Broncos allaient bien, depuis que tu as dit qu'ils feraient une bonne saison, c'est cata. Hein. C'est évidemment la débandade. Mais ouais, franchement, alors je sais, on a passé une demi-heure à dire du mal des Steelers. Mais alors, on est mercredi, peut-être qu'on aurait enregistré jeudi, on aurait plus d'infos sur Bridgewater. Il a l'air d'être sur le chemin pour revenir. Ouais, mais c'est toujours dur, hein, ça, les commotions, tant que le mec n'est pas validé. Ouais, tant que le mec n'est pas clear, il n'est pas clear. Donc, si c'est Locke, j'ai envie de mettre les Steelers. Si c'est Bridgewater, j'ai quand même envie de mettre les Broncos. Donc, c'est ça. Donc, pour le coup, je vais mettre les Steelers parce que incertitude au poste de quarterback. Je mets les Steelers pour les mêmes raisons, ouais. Parce que si c'est pas Bridgewater, je pense quand même que les Steelers peuvent réagir. Surtout là, ils sont énormément. Enfin, ils sont pas si habitués que ça ces dernières années à être sous le feu des projecteurs, avoir un Big Ben qui est discuté. Donc, il y aura peut-être une réaction d'orgueil. Et surtout, encore une fois, surtout si Teddy Bridgewater n'est pas là. Je mets une pièce sur eux. Buccaneers, Dolphins, les Dolphins qui sont quand même assez en ruine ces derniers temps, avec des gros problèmes. On en a parlé aussi mardi, que ce soit en attaque ou en défense. C'est dur de les voir résister aux champions en titre sur ce match, donc je vais y aller sur les Buccaneers sans trop de discussion. Oui, on a parlé semaine après semaine de leur attaque qui est catastrophique, un 31e, etc. Moi, je veux parler juste une minute de leur défense. Avec une stat, les yards de pénalité. Ils en ont eu 327. C'est le plus haut total de la Ligue. C'est incroyable qu'une équipe réputée pour sa défense, avec un coach défensif et qui a été quand même ultra propre depuis 1 an et demi, se désagrège comme ça. Parce que là je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe à Miami. Donc, Tampa Bay, évidemment. Tampa, évidemment. Washington, New Orleans. Est-ce qu'on a perdu le Jameis Winston fun ? J'étais en train de me dire, au bout de 4 matchs, tu vois, c'est contenu, c'est propre, de temps en temps, c'est bien. J'ai l'impression qu'on a perdu le Jameis Winston fun avec ces histoires. Je suis totalement d'accord. Moi, je pense que Sean Payton mérite la cour martiale parce qu'il a transformé le joueur le plus fun de cette ligue en un joueur chiant qui lance 130 yards par match. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Il n'y a pas d'autre mot. Non, mais en vrai… non, mais tu vois, on voulait qu'il le contienne un peu, mais pas qu'il l'étouffe. Pardon. Certes, oui. Mais pour le coup, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que autant Jameis Winston est devenu chiant, autant les Saints sont devenus Jameis Winston. Ils jouent 1 semaine sur 2 maintenant. Ça c'est vrai. Ouais, c'est incroyable. Ils ont quand même perdu contre les Giants. Enfin, il faut le faire. Hein. Oui. Mais donc, du coup, alors ceci étant dit, au-delà des considérations winstoniennes, c'est quand même un match où ils ont leur chance parce que la défense de Washington est tellement en galère que là, ça peut être un match où tu utilises Jameis Winston, quoi, où tu utilises son bras, où tu attaques, quoi. Bah oui. Et puis tu essayes de mieux utiliser Camara, tu essayes enfin de varier ton play call. Alors, Tyson Hill a fait du bien. Là, il se transformait en Derrick Henry. À chaque course, il cassait 5 plaquages. Là, tu ne comprenais pas ce qui se passait. Mais oui, je pense que les Saints, c'est 1 semaine sur 2. Là, c'est censé être une bonne semaine, donc je vais miser sur eux. Mais il va falloir trouver de la constance. Ouais, non, c'est assez impressionnant. Je vais miser sur eux aussi en espérant un match plein. Les Chargers et les Browns, on passe à 22h05. Ça pourrait être un match défensif parce qu'on parle beaucoup de Justin Herbert et tout ça, mais Brandon Staley qui fait du gros boulot avec la défense des Chargers et cette défense des Browns qui est vraiment montée en puissance ces derniers temps, ça peut être un gros clash défensif pour le coup, ça. Oui, honnêtement, il n'y aurait pas eu un match comme Kansas City-Buffalo, ça aurait pu être l'affiche de la semaine. Hein. Les Chargers sont quand même devenus… les Chargers et les Browns sont devenus sacrément sexy, si tu me permets l'expression. Justin Herbert est vraiment excellent. Ils ont réglé cette histoire de pénalité, j'ai l'impression, offensive. Ils tournent, mais en face, ils vont affronter une défense de Cleveland qui est beaucoup plus solide qu'on aurait pu l'imaginer avant le début de la saison. On disait qu'ils peuvent passer de moyen à moyen plus. Là, ils sont passés de moyen à très bon. Jeremiah Owusu-Koramoah, aujourd'hui pour moi, est le favori pour le titre de rookie défensif de l'année. Il est en train de vraiment de transformer cette escouade de linebackers. Leur schéma défensif marche bien.
tous les joueurs contribuent, même des Greedy Williams et tout, ont l'air de s'éclater alors qu'on ne les avait pas trop vus. Écoute, c'est un match ultra difficile à pronostiquer. Par contre, c'est un match où on a hâte de le voir. Meilleur quarterback dans ces cas-là, Chargers pour moi. Et oui, je dis que Justin Herbert est déjà meilleur que Baker Mayfield. Justin Herbert est meilleur que Baker Mayfield. Sur cette saison, je pense que c'est difficilement contestable. C'est vrai. Donc Chargers. Oui, Chargers pour moi aussi. Raiders-Bears, pas de panique pour les Raiders qui sortent quand même d'une victoire et qui là, alors on est sur du encore. Non, les Raiders ils sortent d'une défaite. D'une défaite, pardon. C'est ce que je voulais dire, un peu comme les Rams, ils sortent d'une défaite mais qui n'est pas catastrophique. Ils sont quand même bien plus dynamiques que les Bears, qui continuent de jouer l'intox. Dalton est notre titulaire si il n'est pas blessé, tout ça. Et du coup, je ne vois pas comment les Bears suivent les Raiders, donc les Raiders pour moi. Oui, pour moi aussi. Je veux dire. La seule chose qui m'intéresse chez les Bears, c'est de voir comment Justin Fields s'acclimate, mais je n'ai pas trop d'espoir sur ce match-là. Ils n'arriveront pas à suivre. Quand bien même, ils n'arriveront pas à suivre. Cardinals 49ers, une affiche de la NFC West, donc un beau match, mais avec beaucoup de blessés pour les Niners. Jimmy Garoppolo est incertain au moment où on se parle, même si apparemment sa blessure n'est pas si grave et qu'il devrait pouvoir être là. Même chose pour Trent Williams, mais je crois que c'était Trent Williams qui était le moins touché. Donc, oui, je crois qu'il va jouer. Y a pas c'est ça, voilà. Lui, ils étaient le plus confiants et Garoppolo, normalement, ça devrait aller aussi. Mais quand même, je ne suis pas sûr qu'il marque des camions de points. Donc, pour suivre Arizona, même si ça va être un peu force contre force, parce que l'attaque d'Arizona contre la défense des Niners, mais Arizona est tellement en forme que… Oui, et puis les Niners sont absolument pas en forme. On peut à un moment dire que Shanahan, c'est un entraîneur ultra surcoté. Ah, je sais que t'aimes bien cette théorie. Non, mais parce qu'il a fait une saison positive avec les 49ers. Alors oui, il est allé au Super Bowl, ça c'est vrai. Palmarès de Kyle Shanahan, je me suis fait dessus sur 2 Super Bowls différents. Mais pour le coup, non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il est top 10 entraîneur, tu vois. Mais c'est juste qu'un mec qui a eu une saison positive et que tu vois dans tous les rankings que des mecs te mettent 3e meilleur coach de la ligue, 2e meilleur coach de la ligue, il y a un moment, il faut se calmer aussi. C'est vrai que le bilan n'est pas à la hauteur de la réputation. Ça, tu es factuellement raison. Il est à 6-10, 4-12, 13-3, 6-10. Bah oui, là, il est à 2-2. Donc oui, il n'a qu'une seule saison positive. Il a joué un Super Bowl. Je suis sur le fond, évidemment. Après, le truc, c'est que visiblement, c'est plus les kinés de l'équipe que le coach qui font défaut depuis 3 ans. Là, parce que c'est une hécatombe tous les ans. Quoi. Pareil, tu dis la défense. La défense des Niners, c'est 2,2% de turnover. C'est le pire total de la ligue. Le pire. 32e. Donc, moi, je ne trouve pas que la défense soit si décisive que ça cette année. Moi, de plus en plus, je suis ultra inquiet pour les 49ers. Là, à l'inverse, la défense des Cardinals, elle provoque des turnovers. Ils sont 3e de la ligue. Donc, Cardinals. Oui, les San Francisco, il y a trop de blessés, trop de pénalités, trop. Allez, Cardinals pour tout le monde, Cowboys Giants, affiche de la NFC Est, 22h25. Test pour l'attaque des Giants et la défense des Cowboys. Bon, la défense des Cowboys, on a dit qu'ils avaient quelque chose maintenant, mais on a dit que l'autre jour aussi, Daniel Jones commençait à être bon et tout ça. Donc, c'est un peu le match-up qui m'intrigue, moi, personnellement, dans ce match. Alors, la défense des Cowboys, je ne suis pas sûr qu'elle soit si bonne que ça. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, elle est 31e en nombre de yards à la passe, notamment. Ils prennent beaucoup de yards. Et ils survivent parce qu'ils provoquent beaucoup de turnovers. Mais moi, j'ai tendance à penser qu'une défense qui prend peu de yards, ça marche sur une saison. Une défense qui vit sur les turnovers, ce n'est pas tenable sur une saison. Donc, elle est mieux qu'attendue. Oui, c'est déjà mieux qu'avant quand même. Je ne pense pas qu'elle soit aussi bonne que certains le prétendent. Après, honnêtement, je pense qu'il y aura trop. Si c'est une course offensive, il y a trop d'armes à Dallas pour que les Giants puissent suivre. Même si Daniel Jones fait un très bon début de saison. Ouais. Mais il y a trop d'armes à Dallas, à mon avis. Donc Dallas pour tout le monde. Cowboys, Chiefs, Bills, pardon, on en a parlé, ce sera le match dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. Et on a misé sur les Bills pour Victor et les Chiefs pour moi. Et du côté du match de la nuit de lundi à mardi, donc le Monday Night Football, mais qui a lieu mardi à 2h15 du matin en France, Baltimore Ravens, Indianapolis Colts, c'est notre dernier prono, avec des Ravens qui sont quand même sur la pente ascendante, qui montent tranquillement en puissance dans l'ombre un peu des grosses cylindrées cette année, tandis que les Colts, eux, sont quand même une équipe qui est en grande difficulté. Alors oui, ils sortent d'une victoire, mais ils sont en grande difficulté avec beaucoup de blessures, avec un quarterback sur une jambe. Ça paraît difficile de les voir battre Baltimore.
Moi, je pense que Baltimore fait de plus en plus peur. Il commence à trouver un groove, là, offensivement et défensivement. Alors oui, le match face aux Lions, c'était pas extraordinaire, mais ça commence à retrouver un peu ce rythme qu'on connaissait chez eux, où ils jouent plus rapidement que les autres, où ils déstabilisent un peu. Donc, comme tu l'as dit, je pense que les Colts ne m'ont pas rassuré, que ce soit Carson Wentz, même s'il ne fait pas un mauvais match, hein, mais même le jeu au sol, je reste encore un peu circonspect, donc Ravens. Ravens également, on passe aux cotes. Et il y a des belles cotes, Victor, parce qu'il y a des cotes sur des équipes qu'on a pronostiquées qui sont outsiders chez Unibet, donc je vais vous le dire tout de suite. Donc Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL pendant toute la saison. Vous avez l'habitude maintenant, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui sont sur le site. Victor, est-ce que tu as repéré une cote? Moi, j'en vois déjà il y a des trucs qui doivent te plaire là. Pour être tout à fait honnête, là, je suis en train d'ouvrir le truc, ça y est, j'ai enfin réussi. Je te le dis, tu vas aimer celle des Bills, parce que tu les as pronostiquées. Je vais aimer celle des Bills. Pourquoi? Ils sont même pas favoris. Ah non, ils sont pas favoris. 2,08. Ouais, bon, alors là, mettez votre PEL. Non, je rigole. Contre les Chiefs, je ne mettrai jamais mon PEL. Non, bien sûr que non. Mais 2,08, oui, ça se tente. Pas mal, hein. 2,08. Et moi, je vais te dire, de mon côté, sur ma cote à moi, je voulais aller... Où est-ce qu'elle est passée? Parce qu'elle me passait sous les yeux. J'ai pronostiqué cette équipe. Voilà, les Chargers sont à 1,72. Ils sont favoris contre les Browns, mais ils sont favoris assez haut. Donc 1,72 pour les Chargers favoris, ça me semble pas mal. Après, si vous croyez en Cleveland, du coup, ils sont à 1,92. Hein, c'est un match serré, ça peut être pas mal. Et du côté de la troisième cote, pour faire un petit combiné, qu'est-ce qui te titillerait un peu? Il y a Washington qui est à 1,99. Ouais, j'étais en train de regarder Washington. Après, il y a le Steelers Broncos qui est incertain. Celui-là, il est incertain du coup. C'est 1,88 Broncos, 1,76 pardon, Steelers. Après, si tu veux jouer à grosse cote, moi, j'ai toujours dans un coin de la tête Jacksonville. À 2,50. Moi, je pense pas que les Titans se fassent désosser 2 semaines de suite par une des pires équipes de la ligue quand même. Ça me semble vraiment compliqué. Non, après, on peut mettre de la cote un peu plus basse. Hein, les Lions à 3,55 si tu veux. Ouais, mais non, j'allais dire, on peut rajouter 1,47 les Panthers par exemple pour te faire plaisir. Vas-y. Bah, de toute façon, après. J'aime bien C'est à vos risques et périls parce que les Eagles, c'est quand même la spécialité de la maison, c'est de perdre ce qu'on doit gagner et de gagner ce qu'on doit perdre. Mais j'aime bien ces cotes, si tu veux, moi, autour de 1,50 sur des favoris. C'est mes préférés, je ne vais pas mentir, c'est mes préférés. Donc 2,08 les Bills, 1,72 les Chargers, 1,47 les Panthers. En combiné, ça fait 5 € misés, 26,30 € de gains potentiels. Je vais en rajouter 3 pour faire un YOLO. Alors, un petit YOLO. Alors là, c'est du YOLO mixte parce qu'il y a un peu du plus prudent, en tout cas. J'aime pas dire sûr, mais prudent avec les Panthers. Si on veut faire du YOLO, on peut rajouter, je dirais Washington à 1,99 parce que c'est un match serré avec les Saints. Je te dirais les Steelers à 1,76. Allez, et puis les Jaguars et puis les Jaguars à 2,50 parce que c'est du YOLO et que Victor voit un truc dans ce match. Donc, on a rajouté à ce que j'ai dit tout à l'heure Washington à 1,99, Pittsburgh à 1,76 et les Jaguars à 2,50. Là, vous êtes à 5 € misés et 248 € de gains potentiels. Voilà pour le petit YOLO. On fait des YOLO même moins YOLO qu'avant, parce qu'à une époque, on partait quand même sur des trucs assez délirants. Peut-être la semaine prochaine, on se fera un YOLO de l'espace avec que des outsiders ou quelque chose comme ça, mais alors là, c'est vraiment le truc à 1 €. Voilà donc en tout cas pour les cotes de la semaine de notre partenaire Unibet. N'hésitez pas à utiliser les liens qui sont sur le site pour vous inscrire. On retrouvera le joueur mystère d'ailleurs dans le fauteuil dimanche avec un nouveau joueur, parce que je peux vous dire que ça a été gagné dans l'émission de la semaine dernière. Je n'ai pas le nom du vainqueur sous les yeux, mais il a été contacté en tout cas. Donc, vous avez été très lent à le trouver d'ailleurs, je trouve. Tu l'avais? Tu l'avais? Je donne la réponse d'ailleurs dans l'émission. Bon, je la donnerai dans le fauteuil, mais c'était Torrey Holt, du coup, le joueur. Et en plus, c'était facile. C'était un joueur des Rams du Greatest Show on Turf. Il va enfin être Hall of Famer cette année. Ouais. Normalement, si tout va bien,
Mais... Il va rejoindre Isaac Bruce, Kurt Warner et Marshall Faulk. Mais alors, si tu veux, moi, je pensais que les gens le trouveraient plus vite à partir du moment où c'était un mec du Greatest Show Hunter. Et je me suis dit, non, mais du coup, c'est un peu cliché que je prenne un mec des Rams et du Greatest Show Hunter parce que j'arrête pas de dire que j'aime bien Kurt Warner. Ils vont vite griller, tu vois. Mais non. Donc ça a tenu 3 semaines quand même, ce jour-là. Après, j'ai fait assez hard sur les indices. Ils étaient un peu vagues quand même. Ouais. C'est comme ça que se termine l'épisode 438 du podcast Jean Lactu. Merci à vous de nous écouter. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre, évidemment. Il y a les sous-verts qui sont là avec l'édition limitée du mois d'octobre pour le retour de la NFL à Londres, puisqu'on l'a dit, dimanche à 15h30, le premier match à Londres. Donc, avec des jolis sous-verts London Calling. N'hésitez pas à aller faire un tour. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Instagram @JeanLactu en entier, Facebook @TDActu, @Victor Roulier pour Victor sur Twitter, @Alain Mattei pour moi-même. Toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On l'a dit, on se retrouve dans le fauteuil. Ce sera dimanche à 18h. 18h, on vivra la fin du match de Londres ensemble. Merci Victor, à bientôt à tous. Merci à toi. Ciao, ciao. Salut. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.